professeur Nizet. Bonjour madame. Donc, je vous présente la patiente. Vous avez déjà vu plusieurs des interventions réalisées dans mon service cette semaine, surtout de l'oncologie du sein, de la reconstruction, de la maxillo, même aussi, je pense, début de semaine. Et donc ici, c'est une patiente, c'est une motivation un peu plus esthétique, même si elle a une légère douleur au niveau du dos. Donc c'est une patiente, vous voyez les images, j'imagine qu'il y a une hypertrophie modérée de la poitrine. Vous pouvez aussi constater que puisque ces dessins sont soumis à la pesanteur, donc on opère les patientes semi-assises. C'est vraiment très important pour qu'on se rende compte de ce que ça donne au niveau du résultat final. Alors là, avec l'équipe Noémie, Aline, les anesthésistes, on a déjà commencé un petit peu parce que la patiente dort depuis 20 minutes, donc on préfère que ça n'attende pas trop longtemps. Et donc j'ai commencé le sein droit. À un moment donné, il y a 2-3 petits détails techniques que je peux vous montrer à gauche quand la caméra reviendra chez nous tout à l'heure. Et donc ici, on a désépidermisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé une partie de la peau. Pour ceux qui ont veillé tard hier soir et qui ont vu ça pour de l'oncoplastique, c'est un peu le même principe. À part qu'ici, il n'y a pas de tumeur, bien évidemment. Il y a une préparation par imagerie. Et donc, on va enlever à peu près, à mon avis, 200 grammes chez cette patiente. Et l'objectif, je ne sais pas si vous voyez, c'est de remonter le sein, de le réduire. Alors, c'est peut-être le bon moment, madame, de montrer les photos pré-op que j'ai fait ce matin. Vous devez avoir ça quelque part. Non, oui, les autres, voilà, une de face, très bien. Donc c'est une patiente d'une quarantaine d'années qui a de seins légèrement volumineux et ptosé. Ptosé, c'est un peu tombant, si vous voulez. Donc en chirurgie plastique, il faut évidemment toujours faire des photos pré- et puis post-opératoires. Et pour les seins, on fait des photos de face, de profil, de 3/4. Vous pouvez éventuellement les montrer. Et puis, ce qui est très, très important, parce que même si on opère, et ça c'est la dernière photo où il y a des marques, même si on opère les patientes semi-assises, il est très important de faire des dessins patientes debout. Donc, contrairement à ce qu'on pense parfois, la chirurgie esthétique, on n'entre pas dans la salle d'op en se disant « Tiens, c'est très artistique, aujourd'hui on va un peu le faire comme ça ou un peu le faire comme ça ». Tout ça est extrêmement bien planifié, il y a des mesures, il y a des bibliothèques entières sur les techniques de réduction mammaire. Donc il faut évidemment choisir celle qui est la plus adaptée et s'en tenir aux techniques qu'on maîtrise. Donc ça, c'est la photo de la patiente debout. Et maintenant, on peut retourner à l'image du bloc. Et donc, on va commencer maintenant la résection crochet, s'il vous plaît, du pôle inférieur de la glande mammaire à droite. Vous n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun problème. On a l'habitude de ce genre d'opération ici dans le service, donc je peux tout à fait répondre à vos questions et opérer de façon tout à fait safe. Okay. Merci beaucoup, professeur Nizet. Moi, j'avais une première question. Vous dites qu'il existe différentes techniques pour faire une réduction mammaire. Est-ce que vous pouvez nous donner les différentes techniques brièvement? Oui, c'est-à-dire, en fait, tout le principe des techniques de réduction mammaire sont basés sur la vascularisation de ce qu'on appelle la PAM, c'est-à-dire la plaque aréolo-mamelonnaire. Et il faut qu'il y ait des pédicules vasculaires, donc des artères et des veines pour nourrir ça, pour ne pas que ça se nécrose, parce que sinon, c'est évidemment une catastrophe. Et donc, on connaît par l'anatomie qu'il y a différents pédicules, un pédicule supérieur, supéro-interne. Et donc, on peut, au choix du chirurgien, moi j'utilise principalement depuis plus de 20 ans le pédicule supéro-interne. Des collègues bruxellois sont plutôt pour le pédicule supéro-externe. Les Américains sont plutôt pour le pédicule inférieur. Vous allez me dire à quoi est-ce que ça sert? Si on en a une bonne, pourquoi est-ce qu'on doit essayer les autres? C'est parce que justement, et c'est tout l'intérêt des différentes techniques de réduction mammaire, c'est que quand on combine ça à la chirurgie du cancer du sein et qu'il y a une tumeur, s'il y avait une tumeur, par exemple, ici en haut, abaisse un petit peu Noémie, voilà. S'il y avait une tumeur du sein ici et qu'on doit l'enlever et faire un remodelage, en enlevant la tumeur, j'enlève les vaisseaux qui nourrissent l'aréole et donc il y aura une nécrose. Donc là, à ce moment-là, si je savais qu'il y avait une tumeur là, j'utilise par exemple un pédicule inférieur. Donc c'est moins important dans la partie chirurgie esthétique, mais comme ici, dans le service, on fait aussi beaucoup de chirurgie oncoplastique, il est donc très important de maîtriser les différentes techniques. Donc voilà pour répondre à votre question. Merci, professeur. Comme vous le savez, le sein, c'est du tissu glandulaire. C'est ce qu'on voit en blanc. L'image est dans mon dos, donc j'imagine qu'on le voit. Et c'est du tissu graisseux. Donc ça, c'est les deux composantes qu'on enlève dans une réduction mammaire. Vous entendez un bruit de fond qui est un peu désagréable pour vous comme pour nous.
C'est en fait parce qu'on utilise un bistouri aspiratif, puisque comme on coupe beaucoup de tissus, notamment de la graisse, on coagule des petits vaisseaux, il y a de la fumée dans la pièce. Et cette fumée à long terme, pas pour les patients, puisqu'elles ne viennent qu'une heure ou deux, mais pour le personnel médical et paramédical, est potentiellement toxique. Et donc, on utilise cette aspiration quand on coupe des seins, des abdomens ou des choses comme ça. C'est un bruit un peu désagréable, mais qui est nécessaire. Donc le premier temps de l'opération avec cette technique à pellicule supérieure, c'est d'enlever une partie du pôle inférieur du sein. J'espère que ma tête ne vous dérange pas là. Alors nous, on voit bien. Parfait. Alors, quand on voit ça, c'est un peu effrayant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les candidates à une réduction devraient voir ce genre d'opération. Ça démystifie un peu l'aspect très joli et esthétique du sein. Mais ici, dans une réduction mammaire, on travaille devant le muscle. Donc, malgré les cicatrices qui paraissent un petit peu impressionnantes, ce n'est pas du tout une opération douloureuse. J'explique à toutes nos patientes, ce qui fait mal en chirurgie des seins, c'est plutôt l'opération inverse. Ce qui peut faire mal, c'est l'augmentation mammaire, c'est-à-dire quand les seins sont trop petits et qu'il faut mettre des prothèses, parce qu'il y a encore une fois différentes techniques et il y a des indications spécifiques, mais je pense que c'est du ressort du domaine de spécialistes, on pèse. On met les prothèses, moi je mets souvent, tu peux enlever tes crochets, je mets les prothèses souvent derrière le muscle et donc le fait de décoller le muscle, c'est douloureux. Tiens, ceci ici. Et donc, si on voit d'ailleurs ici, si vous pouvez zoomer peut-être un petit peu, on voit le muscle ici derrière. Donc ici, on travaille devant le muscle. Donc une réduction mammaire, je répète, c'est très peu douloureux. Une augmentation mammaire, c'est potentiellement un peu plus douloureux et donc on est aidé. C'est pour ça évidemment qu'on fait ce genre d'opération sous anesthésie générale. Je parle des augmentations mammaires comme des réductions. Et pour les augmentations mammaires, on est particulièrement bien aidé par nos collègues anesthésistes qui font ce qu'on appelle des blocs. C'est-à-dire que dès que la patiente est endormie, tu peux t'enlever, ils contrôlent de façon échographique l'endroit où ils doivent injecter des anesthésiques locales de longue durée d'action, ce qui permet que le cycle que j'appelle vicieux de la douleur au réveil ne s'applique pas et donc le réveil est beaucoup plus confortable, il est nettement moins nécessaire de mettre des dérivés morphiniques, donc il y a moins d'effets secondaires, ce qui fait que depuis de nombreuses années, grâce à ça notamment, on fait toutes les opérations d'augmentation mammaire, même rétropectorale en hôpital de jour. Voilà, donc quel est le poids de 176, ok, on continue. Moi, j'ai une petite question justement par rapport à ça, parce que vous êtes en train de peser la pièce. Oui. Mais vous y allez un peu au feeling, au démarrage parce que là, vous suivez les traces Oui. au marqueur. Oui. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir quel poids vous retirez? Alors, si vous voyez ici, je note pas parce que j'oublie entre le moment où je fais les dessins et le moment où j'opère la dame, mais c'est pour participer à l'équipe. La dame a une poche D au départ et elle souhaite un petit C. Donc là, je sais plus ou moins ce que je dois enlever. Le plus difficile, ce n'est pas le premier sein, c'est le deuxième. Parce qu'il faut essayer d'être le plus symétrique possible, évidemment, en sachant bien que les patients n'ont pas nécessairement le même sein. Donc c'est un peu plus compliqué. Notre vie serait beaucoup, beaucoup plus facile si les dames n'avaient qu'un sein au milieu plutôt que deux, ce qui permettrait évidemment d'être beaucoup plus facile dans la symétrie. Donc ici, on a enlevé une partie et je vais vous montrer d'ici quelques minutes comment on peut voir un petit peu si la résection est suffisante. Maintenant, il y a d'autres critères que ce que veut la patiente. Il y a aussi ce qu'on appelle le footprint, ou plutôt l'empreinte du sein sur le thorax. Si vous avez une dame qui a un sein assez large et qu'on le réduit trop, on a tous appris à l'école qu'un volume, c'est base fois hauteur. Comme la base est constante, si on diminue le volume, la projection sera plus faible et donc ce sera un sein plat, ce ne sera pas joli du tout. Donc j'explique aux patientes qui ont des seins très larges et qui veulent une grosse réduction, qu'on ne doit peut-être pas trop enlever parce que sinon elles auront quelque chose qui ne ressemble plus tellement à un sein. Voilà, donc maintenant on va continuer à ouvrir le sein. Tu changes de main. Professeur Nizet, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques instants chez vous, parce qu'on a attendu en chirurgie cardiovasculaire. Allez-y. Professeur Nizet, on est de retour avec vous. Parfait, très bien. Ça tombe bien, parce que comme ça, on peut vous montrer un sein presque terminé.
Pourquoi presque? Il a quasi la forme, il a la forme finale, mais on n'a mis que des points sous-cutanés. On doit encore mettre tout ce qu'on appelle les surjets dermodermiques, parce que ce qui est évidemment très important en chirurgie esthétique, c'est non seulement la forme du sein, du ventre, du visage, mais c'est aussi la qualité des cicatrices. Malheureusement, comme il y a un excès de peau important, il y a des cicatrices assez grandes, et donc on s'applique vraiment très très fort pour que là, et donc là ce n'est pas du tout encore fermé. Vous voyez, monocryl d'ailleurs un instant, il y a un point qui vient de lâcher. Il faut vraiment que la cicatrice soit parfaite. Donc moi j'ai le nez dessus, mais je pense que sur la caméra on voit bien la différence entre le gauche et le droit. Et donc Oui, pour votre information, on a quand même enlevé pas mal. On a enlevé 320 grammes, c'est ça Tania? 333. Voilà. Donc le fait, quand on remonte un sein, il paraît toujours un peu plus galbé. Donc vous voyez par rapport à l'autre côté, donc 300 c'est déjà pas mal, c'est ce que la patiente souhaitait. Alors ici, je ne sais pas si ça intéresse, mais vous voyez ceci, donc on est malheureusement, même si la dame avait mal au dos, on est malheureusement hors des critères de remboursement. En fait, pendant des années, les critères pour une prise en charge par la sécurité sociale d'une réduction mammaire étaient qu'il y ait évidemment des problèmes fonctionnels, il faut que la dame ait mal au dos, aux épaules, qu'il y ait éventuellement de la macération dans ce qu'on appelle le sillon sous-mammaire. Et les patientes étaient convoquées par le médecin conseil de la mutuelle qui donnait ou pas son accord pour une prise en charge. Maintenant, ça change, il faut qu'on fasse différentes mesures, mais surtout, il faut qu'on s'engage à enlever 400 grammes. Et ça, c'est la responsabilité du chirurgien, 400 grammes par sein. Donc, c'est parfois embêtant parce qu'on a des dames, on voit bien qu'elles ont mal au dos, qu'on prenne, elles ont des séances de kiné, mais il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà ce que je vous propose. J'ai encore quoi à l'écran? 3-4 minutes? Ah non, vous avez encore un peu de temps. Super. Alors, je vais vous montrer comment on commence de l'autre côté, puisqu'ici, j'avais déjà commencé. On change de côté, Noémie. Moi, j'avais une petite question pour vous, professeur. Oui. Ici, vous replacez le mamelon à sa place, mais on a l'impression que l'auréole du mamelon a été réduite. Oui. Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, vous voyez le dessin qu'on fait ici. Donc ça, c'est en bleu, c'est ce qu'on fait quand la patiente est endormie. C'est un complément de ce que je vous ai montré sur la photo. Mais si le contraste de la caméra le permet, mais quand je vois la qualité du matériel, j'imagine que oui, voilà l'aréole. Et donc, en fait, le principe de cette opération, c'est de faire quelque chose comme ça. Donc, ceci, c'est les dimensions de la nouvelle aréole. Et donc, on essaye d'avoir une aréole la plus régulière possible, mais qui soit harmonieuse dans son diamètre par rapport au volume de sein. Avoir un sein de petit volume avec une très large aréole, ce n'est pas joli. Et donc, on a des critères pour justement rendre l'aréole la plus harmonieuse possible au point de vue de ses dimensions par rapport au volume du sein. Donc, ici, on va... que les âmes sensibles ferment les yeux. On va utiliser ce qu'on appelle un mammostat vers le haut. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui existe depuis 5 siècles, en fait, qui servait à la fin du Moyen-Âge pour les mastectomies, les ablations de sein pour cancer. Ici, ce n'est évidemment pas du tout l'objectif. Ça facilite très fort la vie du chirurgien, de son assistant ou de son assistante, parce que ça tend la peau. Et ce que je vous disais tout à l'heure à propos des pellicules, c'est qu'on doit désépidermiser, donc on doit enlever la partie supérieure de la peau. On ne doit pas aller trop bas pour ne pas abîmer le pellicule, ça s'appelle désépidermiser. C'est un peu ce qu'on fait quand on a des grands brûlés, par exemple, et qu'on doit enlever la peau brûlée qui est morte en surface. On doit respecter ce qui est en dessous. Et le fait d'avoir cet appareil barbare, on prévient d'ailleurs, mais ici, comme ils suivent particulièrement bien l'intervention, je n'ai pas eu besoin de les prévenir. On prévient l'anesthésiste parce que le geste que j'ai fait à droite pendant 20 minutes n'était pas très douloureux. Et là, vous imaginez sans problème, j'imagine à quel point le fait de mettre une pince et de serrer extrêmement le sein nécessite évidemment que l'anesthésie soit parfaitement complète. Donc voilà un petit peu ce que vous n'avez pas pu voir de l'autre côté. Alors j'ai parfois des maris, médecins traitants ou infirmiers qui disent « Écoutez, moi la salle d'op ne me fait pas peur, j'aimerais bien venir vous voir assister à l'intervention de mon épouse. » Moi, je ne suis pas très chaud parce que je pense que c'est un peu spectaculaire. C'est comme je vous le disais tout à l'heure,
aller regarder des vidéos d'intervention de chirurgie plastique avant de se faire opérer n'est probablement pas l'idéal, me semble-t-il, mais voilà. Mais ça reste des interventions qui sont impressionnantes. Mais oui. Que vous dire d'autre? Est-ce qu'il peut y avoir des complications? Oui, c'est rare dans ceci. Ce qu'il pourrait avoir, c'est un hématome, par exemple. La patiente revient dans sa chambre l'après-midi. On va lui faire, je ne sais pas si vous le verrez, parce que ce n'est pas tellement intéressant, mais à la fin de l'opération, on va lui faire un pansement compressif qu'elle gardera jusque demain. Donc cette dame reste jusque... Non, cette dame est en hôpital de jour, donc elle reviendra pour enlever le pansement. Mais on pourrait avoir un hématome, c'est-à-dire que la nuit, la dame va aux toilettes, elle se trébuche, elle fait un faux mouvement. Il y a un hématome, il y a un petit vaisseau qui se remet à saigner dans la profondeur. Là, ça se voit assez vite, il ne faut pas être docteur pour le voir. Le sein double de volume, et là, c'est un des rares. On a ça une fois tous les 2 ans, peut-être. Nécessité de réintervention en urgence, c'est d'aller évacuer l'hématome. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme problème? On peut avoir, à plus long terme, des petites asymétries entre le gauche et le droit. C'est pour ça qu'il est pour nous particulièrement utile de documenter la situation préopératoire par les photos dont je vous ai montré tout à l'heure. On peut avoir des problèmes de cicatrices, et ça c'est un peu embêtant. En fait, je vous parlais des différentes techniques par rapport aux pellicules. Il y a aussi différentes techniques par rapport à la rançon cicatricielle. Donc la technique que vous voyez ici, peut-être la lumière à droite, Noémie, c'est une technique qu'on appelle en encre de bateau ou en T inversé. Donc il y a 3 cicatrices principalement. Une périaréolaire, qui d'habitude se voit peu parce qu'elle est à la jonction des 2 couleurs. Une cicatrice verticale, c'est celle-là qui stresse le plus les patients, c'est celle-là la plus belle. Et une assez longue cicatrice horizontale, mais qui sera dans le pli, donc qui sera peu visible. Il existe des techniques où on peut éviter cette cicatrice horizontale et avoir uniquement la périaréolaire et la verticale. Et il y a même des cas où on pourrait ne faire ça que par la cicatrice périaréolaire. Le problème, c'est que dans la chirurgie des seins, il y a un peu une balance entre la grandeur des cicatrices et la forme. C'est-à-dire, plus on peut recouper, plus on peut remodeler, plus le résultat est beau. Si on doit faire la même opération uniquement par une cicatrice périaréolaire, toute la tension qu'on va mettre dans la peau va se concentrer là-dessus. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au diamètre. Donc l'aréole va s'élargir très fort, le sein sera plat. Je dirais, si un jour on a une baguette magique qui permet de supprimer les cicatrices, je pense que tous les chirurgiens passeront à ces grandes cicatrices parce que c'est ça qui donne la plus belle forme à long terme et la plus grande stabilité à long terme. Donc c'est une des complications, c'est les cicatrices. Vous savez, en tout cas les patients concernés le savent, que quand on a une peau foncée, il y a un risque de cicatrice plus important. Maintenant, on a aussi des techniques chez les patientes qui sont à risque de faire des cicatrices qu'on appelle hypertrophiques ou kéloïdes. On leur met dès l'ablation des fils des pansements à base de silicone pour essayer de prévenir justement ce développement de cicatrices. Donc ça, c'est les petits problèmes principaux. Alors, on demande aussi chez des jeunes patientes si on peut avoir des enfants et si on peut allaiter après ce genre d'opération. Avoir des enfants, bien sûr, ça n'a rien à voir, tiens bien. Ce qu'on aime bien, c'est qu'il n'y ait pas de grossesse dans les 6 mois qui suivent l'opération en général, parce que une cicatrice, ça travaille, comme on dit, pendant 6 mois, 1 an. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des élargissements secondaires de cicatrices. Par contre, on ne peut pas garantir, puisque vous avez vu un peu comment je coupais tout à l'heure de l'autre côté, on ne peut pas garantir que les patientes seront capables d'allaiter. Donc là, j'explique aussi... voilà, de toute façon, ce n'est pas parce qu'on a des seins volumineux qu'on est capable d'allaiter non plus. Mais je dis aux dames que si, pour elles, et je le respecte évidemment bien fort, l'aspect d'allaitement est fondamental, alors il vaut mieux postposer la réduction mammaire après les grossesses. Et j'ai une question, moi, justement, par rapport aux grossesses. Oui. On sait que souvent, les seins redeviennent plus volumineux en cas de grossesse. Et donc, est-ce qu'on pourrait revenir à un état initial avant l'opération? Alors, la grossesse est évidemment un phénomène transitoire. Donc les seins peuvent augmenter. Ce qu'il y a, c'est que le volume ne change pas d'habitude si le poids reste constant en post-grossesse et postpartum par rapport à avant. Ce qu'on peut avoir, c'est puisqu'il y a une augmentation de volume et que le sein, c'est un volume, donc il y a un contenu et un contenant. Le contenant s'élargissant un petit peu, il peut y avoir une ptose, c'est-à-dire que le sein se laisse aller un petit peu. Donc c'est plus un problème de relâchement qu'un problème d'augmentation de volume.
On a plus cette augmentation de volume à la ménopause, où là, on a des patientes qui n'étaient pas trop gênées et qui, à 50-55 ans, pour des modifications hormonales, il y a une augmentation du volume de la poitrine et c'est parfois à cet âge-là qu'elles décident de se faire opérer d'ailleurs. Tiens bien. Voilà, donc on va plus ou moins retomber sur le moment où vous avez pu filmer le premier côté. Donc je ne sais pas combien il y a d'interventions en cours pour le moment, mais voilà, ceci, on va refaire fort la même chose que ce qu'on a fait à droite. Donc moi, vous restez autant de temps que vous voulez, mais c'est un peu répétitif ceci, puisque on fait la même chose que de l'autre côté. Pour le moment, on va rester un peu avec vous. D'accord, très bien, très bien. Si ça ne vous embête pas, évidemment. Du tout. En dessous. Alors, non seulement on pèse ce qu'on enlève, alors on ne doit pas nécessairement avoir au gramme près la même chose des deux côtés, puisque les seins sont rarement à 100% identiques, mais on envoie aussi ce qu'on enlève au laboratoire d'analyse, parce que, rarissimement, la littérature, c'est moins d'1%, moins de 0,5%. Il y a parfois ce qu'on appelle des néoplasies occultes. C'est-à-dire qu'on a une patiente, on a fait un bilan d'imagerie et on trouve un minuscule cancer qui ne se serait peut-être jamais développé d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est une des raisons principales pour laquelle on envoie les pièces d'exérèse, donc de ce qu'on enlève au laboratoire d'analyse. Ici maintenant, c'est aussi un moyen pour les mutuelles, mais on a peu de retour, de vérifier si c'est bien les 400 grammes qu'on a enlevés quand on est dans le cas où il faut s'engager à enlever 400 grammes. Et dans le cas où on découvrirait un mini-cancer, comme vous dites, ça veut dire que la patiente devrait avoir un traitement complémentaire? Alors, tout dépend évidemment, et là on revient dans les explications de hier pour l'oncoplastique, tout dépend. Puisqu'on a enlevé un gros morceau, donc ici j'ai enlevé 330 grammes, si on a un petit cancer d'1 centimètre, le traitement il est fait évidemment. Donc il ne faut plus réopérer, mais il faudra peut-être, comme je ne sais pas si c'est le même public que hier soir, mais comme mes collaborateurs vont l'expliquer, à ce moment-là, s'il y a un cancer avéré dans le sein, il faut faire un prélèvement de ganglion sentinelle, il faut faire un bilan d'extension pour voir si, même si c'est un tout petit cancer, il n'y a pas des cellules qui sont disséminées ailleurs dans l'organisme. Donc là, c'est une discussion dans ce qu'on appelle COM, c'est-à-dire une concertation oncologique multidisciplinaire, et en fonction du volume de la lésion, du volume du sein, du bilan d'extension, on décide s'il y a un traitement complémentaire à faire. Donc si je comprends bien, en cas de cancer, en fait, vous êtes plusieurs à discuter sur les, toujours. traitements. Et ça, ce n'est pas du tout spécifique de sein. Ça, c'est un très gros progrès depuis plus de 20 ans maintenant. C'est ces concertations oncologiques multidisciplinaires, que ce soit pour le sein, pour les tumeurs de la peau, pour l'ORL. Ça, c'est vraiment fondamental. Qui est-ce qu'on a là-dedans? Pour le sein, on a les scénologues donc, qui ont fait la mise au point diagnostique, souvent qui ont fait les biopsies. On a les chirurgiens, qui sont d'ailleurs parfois les mêmes que les scénologues. On a les radiothérapeutes, on a les oncologues médicaux, donc ceux qui s'occupent de du traitement par chimiothérapie. On a des généticiens, on a des psychologues. Ça, je pense que... moi, c'est surtout, évidemment, je ne suis pas compétent pour les autres, mais pour le cancer du sein, le fait que ce soit multidisciplinaire a vraiment révolutionné la prise en charge coag. Et ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que plus personne ne prend la patiente dans son coin, si vous voulez. Ça doit être il y a des guidelines, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des recommandations nationales, internationales, mondiales, et on doit, pour qu'il y ait une égalité des chances dans le traitement, on doit appliquer ces guidelines internationaux. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, et ça, je ne sais pas si on en a parlé hier aussi, ça implique, pour avoir ces réunions une fois par semaine où il y a 8-10 docteurs qui se réunissent, vous imaginez bien que ce n'est pas toujours facile, même si on est organisé pour, surtout à l'UNIF, mais ça existe dans tous les hôpitaux, c'est que maintenant, on a des critères pour avoir des nombres de patientes minimum. Et il est bien évident que pour des pathologies assez rares, mais le cancer du sein, même si c'est malheureusement une pathologie fréquente, c'est le cas aussi,
eh bien, le ministère de la Santé a décidé qu'il y ait des quotas. On ne peut être reconnu comme centre du sein que si on s'occupe d'au moins 100 ou 150 patientes nouvelles, c'est-à-dire des nouveaux patients chaque année. Et donc ça permet d'optimiser évidemment la prise en charge des traitements. C'est encore beaucoup plus vrai pour des cancers rares comme le pancréas, l'œsophage, où seuls certains centres ont l'expérience de ces prises en charge multidisciplinaires. De Crochet. Alors j'ai une petite question qui n'a rien à voir, mais c'est une question d'organisation. Tout à l'heure, on n'a pas vu votre première découpe, si je puis me permettre. Oui. Vous avez commencé à retirer. Et je voulais savoir, si je fais un petit saut dans une autre salle, j'ai le temps de revenir ou vous mieux que je reste avec vous? Ah non, tout à fait, parce que là, je vais refaire exactement la même chose. C'est-à-dire 2 parties dans la résection. Il y a ce que vous avez vu tout à l'heure, doucement. Ce que vous avez vu tout à l'heure, qui est la résection du pôle inférieur. Et puis ce que vous n'avez pas vu, parce que nos collègues de cardiovasque avaient besoin de vous, c'est la résection latérale. Donc si vous revenez dans 5-10 minutes, pour moi c'est bon, faites à votre aise. Super, merci beaucoup. Alors je vais aller en cardiovasculaire et puis je reviens chez vous. Docteur Nizet, je suis de retour chez vous. Voilà, donc on n'a pas avancé pour vous montrer justement... Enfin, on a avancé, mais on n'a pas fermé pour vous montrer ce qu'on a fait comme différence par rapport à l'autre côté. Donc, on avait enlevé, vous avez vu, le pôle inférieur du sein. Maintenant, on l'a ouvert un peu comme un livre et on a enlevé toute une partie derrière puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est un pédicule supéro-interne. Donc, on va tourner une partie de la glande qu'on va aller fermer comme ça pour avoir le même effet que l'autre côté. Et donc le fil, s'il vous plaît. Donc on a réenlevé une centaine de grammes. Donc on était à 333 pour votre information à droite et on est à 340 de ce côté-ci. Donc il y a une petite dizaine de grammes de différence, ce qui est tout à fait acceptable parce que cliniquement, c'est-à-dire quand j'ai examiné la patiente en consultation et encore ce matin, les 2 seins me paraissaient fort similaires. Il faut savoir qu'on a une machine qu'on appelle le Vectra, qui est un système de 3 caméras 3D donc, qui permettent de calculer les volumes des seins. Et donc ça nous donne une petite idée approximative, parce que la clinique n'est pas remplacée par la machine, mais du volume du sein quand il y a des asymétries, pour voir, ça nous aide un peu. C'est une aide à la décision. Ce n'est pas le seul élément sur lequel on se base, mais c'est une aide à la décision. Et donc ici, les 2 seins étaient fort similaires. Donc ici, on met ce qu'on appelle des points de Batty, c'est-à-dire des points en profondeur au niveau du derme. Donc le derme, là, il faudrait peut-être zoomer, c'est ce qui est en dessous de la peau. Il y a l'épiderme, derme, hypoderme. Et c'est là-dessus qu'on accroche nos points pour qu'il y ait le moins possible de tension sur les cicatrices. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'un des inconvénients potentiels de ce genre d'opération avec des assez longues cicatrices, c'est l'aspect des cicatrices. Et une cicatrice est d'autant plus belle qu'il n'y a pas de tension sur la cicatrice. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de points en profondeur et qu'à ce moment-là, il y a moins de tension sur la cicatrice en surface. Ce sont des points résorbables, c'est-à-dire qu'on met énormément de points en profondeur, merci, mais ils partiront tout seuls, ils sont résorbés par l'organisme et par les globules blancs des patients 6 à 8 semaines après. Mais parfois, et ça c'est assez fréquent, on les met tout près de la surface, comme vous voyez ici, et donc au lieu d'être résorbés, ils sont expulsés, si vous voulez. Donc il y a des petits points d'écoulement qui se font entre la 4e et la 6e semaine qui inquiètent très fort les patientes, mais c'est simplement le petit bout de fil qui est éliminé, donc ça ne porte pas du tout à conséquence, parce que ça a permis de faire le job pendant les premières semaines où la cicatrice est la plus fragile. Est-ce qu'il existe des cas d'allergie au fil de suture? Non, en fait, ici, ce sont tous des fils résorbables. Dans certaines opérations en profondeur, on met des fils qu'on appelle permanents, non résorbables, mais qui sont souvent les mêmes que ceux d'ailleurs que nos collègues de chirurgie cardiovasculaire utilisent, puisque là, vous imaginez bien que si on utilise des fils résorbables pour suturer une aorte et que ça se laisse aller, ce n'est pas l'idéal. Donc là, ils ont des fils définitifs, ce qu'on appelle des fils perdus, puisqu'on les laisse là, évidemment. Et ça, c'est particulièrement bien toléré par les patients. Donc je ne sais pas si sur la caméra, on voit un peu comment ça se dessine, où on arrive, mais nous, ici, oui, en Pérope, on le voit assez bien. Alors on essaye aussi que les cicatrices soient les plus courtes possibles, parce qu'indépendamment de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où la forme est d'autant plus belle qu'on peut redraper toute la peau, plus elle est courte, mieux c'est quand même. Et donc on triche souvent un petit peu, c'est-à-dire que là on n'a pas encore triché, mais il y a
aux extrémités de la cicatrice. Vous voyez, il y a des petits replis qui en français s'appellent des gaudrons et qui avec le temps, avec la rétraction cutanée, vont diminuer. Mais si 10-12 mois après l'opération, il reste ces petits plis, sous anesthésie locale, on les corrige, ça fait partie de l'opération et ça permet d'avoir au final une cicatrice qui est un peu plus courte. Est-ce qu'on peut abaisser le dossier, Tania, s'il vous plaît ? Parfait, merci. Donc ici, c'est assez simple. Maintenant, on suture, on met des points sous-cutanés pour remodeler. Et puis, quand j'aurais considéré, mais c'est quasi déjà la même chose, que c'est parfaitement symétrique, alors on suture les surjets dermodermiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc peut-être, je ne sais pas combien il y a d'interventions en cours, mais s'il y en a plusieurs, ici, ce n'est pas trop passionnant. Et donc, je vous propose peut-être de revenir dans une petite dizaine de minutes, quand on sera quasi terminé, si vous le souhaitez. Oui, mais s'il y a des questions, je suis évidemment à votre disposition, même de façon un peu plus générale sur la chirurgie plastique, en dehors de la réduction, si vous le souhaitez. Voilà, il n'y a aucun problème. Non, on va retourner faire un petit tour en chirurgie cardiovasculaire pour voir comment ils avancent. Et en fonction, on vient vous redire bonjour, professeur Nizet. D'accord, madame. OK. Professeur Nizet, on est de retour près de vous parce que je pense que vous avez terminé. Ça tombe bien, oui, on est en train de nettoyer. On termine donc les surjets dermodermiques, ce qui donne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'aspect un peu plissé au niveau des cicatrices parce qu'on essaye de les raccourcir le plus possible en tendant les fils. Donc ça, c'est un aspect vraiment tout à fait normal qui disparaît déjà après quelques semaines. Et donc là, on a la fin d'intervention. Donc on va faire un pansement. Le pansement est très important aussi en chirurgie plastique. Je dis toujours à mes collègues anesthésistes, l'opération se termine à la fin du pansement. Pourquoi ? Parce qu'on va appliquer, vous allez le voir tout de suite, ce qu'on appelle des stéristrips, qui sont des fins pansements péritopropres, qui permettent, puisqu'il n'y a pas de points en surface, on va simplement rajouter les 2 points ici, pour que ce soit vraiment parfait au niveau des cicatrices, on met des petites bandes transparentes perpendiculaires à la cicatrice, puis on va faire un pansement compressif et ça c'est important qu'à ce moment-là la patiente ne bouge pas évidemment. Pourquoi est-ce qu'on fait un pansement compressif ? Parce que vous avez vu l'importance du décollement au niveau des tissus glandulaires et graisseux du sein, donc il y a ce qu'on appelle des espaces de décollement. Et si jamais il y a un petit vaisseau qui débitait à bas bruit parce que la coagulation a sauté ou parce que la dame fait un faux mouvement, qu'il y a du sang qui commence un peu à couler, le fait d'avoir un pansement compressif permet d'éviter cet hématome dont je vous parlais tout à l'heure comme une des complications potentielles. Je peux couper le bistouri électrique, s'il vous plaît. Un peu d'éther. Voilà, et donc il y a en fait énormément de fils en profondeur et il y a 2 petits fils de nylon et 2 boucles, donc il y a 4 fils à enlever par sein et on fait ça dans une dizaine de jours. Les patientes en post-op doivent porter un soutien-gorge de contention qui est vraiment pas joli du tout, mais il faut considérer ça comme un pansement qui permet au sein de cicatriser en bonne position et qu'elles doivent garder jour et nuit. Sinon, les précautions particulières au point de vue douleur, je vous l'avais dit, ceci n'est pas une opération très douloureuse. Et il y a pas d'activité sportive intense, pas dormir sur le ventre, évidemment. Et ne pas exposer, ça c'est très important, merci Aline, ne pas exposer les cicatrices au soleil. Vous savez que les cicatrices ici, elles sont toutes belles, et puis elles vont devenir un petit peu plus rouges entre le 2e et le 4e mois. Et si vous exposez une cicatrice rouge au soleil, elle va rester rouge définitivement. Donc il faut vraiment être très prudent, c'est la seule précaution à long terme. Et donc on met ces petits strips dont je vous parlais tout à l'heure, on nettoie à droite aussi s'il vous plaît. Et ce qui me paraît important, indépendamment de l'aspect fonctionnel du pansement, c'est, je ne vais pas dire son aspect esthétique, mais ça fait partie de l'opération. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, cette dame, je la reverrai lundi matin à la consultation pour enlever le pansement compressif que je vais mettre et donc lui mettre avec l'infirmière de la polyclinique un soutien-gorge spécial. Si pendant les 3 jours du week-end, elle voit un pansement qui ne ressemble à rien, qui se défait, qui est asymétrique, elle va dire si même pour le pansement, le chirurgien ne s'est pas appliqué, qu'est-ce que c'est en dessous ? Donc je pense, pour moi, le pansement fait partie de l'opération et l'opération se termine vraiment à la fin du pansement. Je suis peut-être un peu maniaque, on est d'accord. Moi, je trouve ça plutôt rassurant. Oui, mais
C'était plutôt un message codé par rapport à l'équipe qui me trouve peut-être probablement parfois un peu pointilleux. OK. On change de côté. Moi, je me suis mis du point de vue de la patiente. Je n'ai pas entendu. Moi, je me suis mis au point de vue de la patiente. Je trouve ça plutôt rassurant. Oui. OK, parfait. Super, Noémie, très bien. Ce qu'il peut aussi y avoir en post-op, c'est donc on coupe des vaisseaux, on coupe de la peau, on coupe de la graisse, on coupe aussi des petits vaisseaux lymphatiques. Et donc, il peut y avoir de l'œdème en post-op, ce qui veut dire qu'il y a parfois peut-être un peu plus d'un œdème d'un côté que de l'autre. Donc, il faut bien rassurer les patientes qui, encore une fois, comparent évidemment le gauche et le droit. Il faut attendre quelques mois. Théoriquement, l'idéal, ce serait de revoir les patientes à 1 an. Le problème, c'est qu'après 1 an, elles ne viennent plus d'habitude et donc on leur demande 6 ou 8 mois parce qu'à ce moment-là, les cicatrices ont commencé à pâlir et c'est quasi vraiment le résultat final. Tu as les pansements tout faits. Parfait. Voilà, on a presque fini parce que ceci n'est pas hautement intellectuel, on est quand même d'accord. Et globalement, vous allez voir les patientes donc, du coup 2 fois, une fois quelques jours après l'opération et une fois 6 à 8 mois après l'opération. Voilà, alors quand ce sont des hypertrophies importantes, on les garde une nuit. Ça a fort changé d'ailleurs depuis les 20 dernières années. Avant, on les gardait 3 jours, on mettait des drains. Maintenant, ceci est beaucoup plus léger. Ici, elle est en hôpital de jour. Et donc, on va la revoir lundi pour changer ces pansements-ci et mettre un pansement plus léger et lui mettre ce soutien-gorge. Et puis on la reverra le lundi suivant pour enlever les quelques fils de surface, puisque les fils en profondeur partiront tout seuls. Puis je revois aussi d'habitude les patientes à 6 semaines, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir si les cicatrices évoluent bien, s'il ne faut pas mettre des pansements à base de silicone ou des choses comme ça. Et puis à 6 mois, ça c'est le schéma classique, si vous voulez. Voilà, oui, là on est peut-être un peu brutal, on enlève les draps opératoires. Oui, non, stop, on n'enlève pas le drap du dessus parce que j'ai évidemment promis à la patiente son anonymat. Donc voilà, on va faire un pansement compressif. On peut vous laisser là et ne pas... Parce qu'on doit enlever tous les champs pour faire le pansement. Chirurgie cardiovasculaire. Voilà, excellente journée alors, au revoir. Merci beaucoup.